Madame, monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver sur Monaco Info en ce vendredi 15 décembre. Tout de suite, le sommaire de votre 19h. C'est officiel depuis la semaine dernière avec la signature d'une convention entre Monaco et l'organisateur du Tour de France. La dernière étape du Tour 2024 se déroulera à Monaco. Mais alors comment la principauté va-t-elle s'organiser pour accueillir cet événement sportif très populaire ? La réponse avec notre invité Christian Tornator. Le village des sports de Monaco vient tout juste d'ouvrir ses portes et sera accessible jusqu'au 7 janvier 2024. Découverte dans quelques instants des installations phares à retrouver sur le port Hercule. World Rugby l'a annoncé aujourd'hui. Le tournoi de repêchage de rugby à 7 pour les JO de Paris 2024 aura lieu à Monaco du 21 au 23 juin. Sébastien Gattuso, le président de la Fédération monégasque de rugby, va nous en dire plus dans ce journal. Noël, c'est dans 10 jours et quoi de mieux pour décorer sa maison que les fameuses couronnes de Noël. Un atelier de création a été proposé cette semaine par la mairie de Monaco. L'occasion pour les enfants de faire leur propre fabrication éco-responsable. Ne ratez pas également dans ce journal une immersion totale au cœur du spectacle de danse inclusive qui a eu lieu hier soir dans le cadre du Monaco Dance Forum. Un moment de partage, vous allez le voir, entre danseurs avec et sans handicap. Et pour finir, coup de projecteur ce soir sur Cristal Esthétique grâce à votre chronique, ceux qui font Monaco. Et à l'heure où nous vous parlons, le maire de Monaco, Georges Marsan, est toujours en garde à vue. Cette dernière, qui dure depuis jeudi matin, a été prolongée jusqu'à ce samedi matin. Le procureur général de Monaco n'a pour le moment pas révélé les faits qui sont reprochés à M. Marsan. La justice a cependant confirmé que des opérations étaient actuellement en cours. La dernière apparition publique du maire de Monaco était ce mercredi soir lors de la vente caritative de sapins organisée par Action Innocence. C'était à l'hôtel de Paris. Le 21 juillet 2024, je vous le disais en titre, le peloton du Tour de France s'élancera depuis la Principauté pour une course contre la montre en traversant Beausoleil, La Turbie, Èze et Villefranche et jusqu'à Nice où la ligne d'arrivée sera positionnée sur la place Masséna. Avec déjà un Grand Prix historique, un e-prix et un Grand Prix de Formule 1, la venue du Tour de France ajoute aux équipes du gouvernement un nouveau défi logistique avec une telle manifestation sportive. Notre invité ce soir est Christian Tornator, le commissaire général de l'étape du Tour de France à Monaco. Bonsoir. Bonsoir Julia. Alors première question, concrètement, comment Monaco se met en ordre de marche pour accueillir cette dernière étape du Tour de France ? Eh bien j'ai été nommé d'abord commissaire général de la manifestation qui se déroulera le 21 juillet prochain. Et j'ai été chargé également de réunir plusieurs cellules thématiques afin de préparer ce travail avec tous les services de l'État monégasque, donc qui vont m'aider à réaliser cette manifestation de la manière la plus parfaite possible. Ça n'est pas un club sportif qui organise, c'est l'État lui-même qui organise. Donc voilà, je suis chargé de cela. J'ai d'ailleurs 2 réunions dans l'après-midi qui suivent cette interview pour préciser certains points et puis pour avancer sur le programme, parce que on a commencé il y a déjà 2 mois et on terminera pratiquement la veille. C'est en fait la veille, puisque le 20 juillet, le Tour de France sera présent au travers du village qui sera installé à partir de 18h sur le calvaire premier. Mais ça, on va y revenir. Vous l'avez dit, cet événement nécessite une grande organisation. Justement, est-ce que vous allez faire un appel à volontaires, un appel à candidature pour recruter de potentiels bénévoles ? Effectivement, il y a une cellule thématique qui regroupe donc les bénévoles, dont s'occupe Madame Bertrand, et qui se chargera au mois de février de faire cet appel pour la centaine de bénévoles qui sera indispensable au bon fonctionnement de la manifestation, puisque ces bénévoles seront essentiellement chargés de faire traverser le parcours qui va couper la Principauté en 2. Donc il y aura forcément des traversées à certains endroits pour faciliter le cheminement des piétons qui devront aller de la partie amont à la partie aval de la Principauté. Justement, vous faites la transition parfaite pour ma prochaine question. Est-ce que Monaco va être entièrement fermé à la circulation pour assurer la sécurité de ce tour ? Voilà, comment ça va se passer pour les Monégasques ?
Alors, le départ de cette dernière étape du Tour de France, qui est un contre-la-montre, se déroulera sur la ligne de départ du Grand Prix. C'est pas un hasard. Ensuite, les concurrents prendront l'avenue, le boulevard Albert Ier, bien entendu, l'avenue Kennedy, le boulevard Louis II, l'avenue Princesse Grace, demi-tour à la hauteur de la fontaine Joséphine Baker, retour par l'avenue Princesse Grace pour monter l'avenue des Spélugues, place du Casino, les Boulingrins, le boulevard du Moulin traversé, la montée du boulevard l'avenue Saint-Michel, la rue des Iris, la Crémaillère, pour retrouver le territoire français à Beau-Soleil au niveau de l'avenue Camille Blanc. Donc si vous imaginez ça sur une carte, vous vous rendez compte qu'il y a deux traversées majeures des boulevards des Moulins et du boulevard Princesse Charlotte qui font que la ville est coupée en fait en deux. Pour traverser Monaco ce jour-là, il faudra prendre exclusivement le boulevard de l'Arboteau pour aller d'est en ouest ou d'ouest en est. Mais c'est pas que la principauté, c'est aussi toute la zone littorale parce que comme le parcours finit sur Nice en passant par la Turbie, la moyenne corniche et la grande corniche seront également coupées. Donc vous voyez, il n'y a pas que les résidents et les monégasques qui seront un petit peu gênés, mais en fait, toute la région va être difficile à gérer ce jour-là, mais l'autoroute reste libre et le boulevard du Larvouteau sera libre aussi. Donc je ne pense pas qu'il y ait de soucis particuliers pour ça. De plus, la compagnie des autobus de Monaco mettra des services particuliers en fonctionnement parce que les lignes habituelles seront interrompues forcément par ce découpage qui, comme je l'ai dit, coupe la principauté en deux. Donc il y aura toujours la possibilité de se déplacer également avec les bus de la compagnie des autobus de Monaco. Justement, par rapport à l'impact que cette dernière étape du Tour de France va avoir sur Monaco, est-ce que la principauté va être entièrement fermée à la circulation pour assurer au mieux la sécurité de ce tour ? Eh bien, il y a un plan de communication qui va être fait en accord avec ASO, qui est l'organisateur du Tour de France, pour favoriser l'utilisation de la voie ferroviaire plutôt que de la voie routière pour venir en principauté. Donc il y aura à peu près le même service que pour le Grand Prix de Monaco, où les fréquences de train seront augmentées pour un dimanche pour faciliter la venue des spectateurs. Mais ça ne veut pas dire que la ville sera fermée, absolument pas. Puisque tous les parkings qui sont dans la zone ouest de la principauté, du côté de Fontvieille, seront réservés justement aux spectateurs qui viendront en voiture. Il est même recommandé de venir à vélo si tant est que les gens s'estiment en forme pour venir jusqu'à Monaco et puis peut-être retourner à Nice pour voir l'arrivée des concurrents, des coureurs. Merci beaucoup à vous, Christian Tornator, pour toutes ces informations sur l'organisation de la dernière étape du Tour de France à Monaco. Merci et bonsoir Julia. C'était une tradition, mais pour la deuxième année consécutive, la patinoire sur le quai Albert Ier n'ouvrira pas ses portes. En revanche, après le village de Noël inauguré la semaine dernière, place au village des sports en Principauté. Il a été présenté à la presse juste avant son ouverture. Visite guidée justement avec Fabien Bonilla et Almond Gingembre. C'est une vaste zone d'activité ludique et sportive installée sur la darse sud du port Hercule. Il y en a pour tous les âges et tous les niveaux, que ce soit le parcours d'acrobranche, un pan d'escalade avec des itinéraires de couleurs représentant différentes voies, 3 parcours d'obstacles inspirés de l'émission Ninja Warrior, le petit ninja pour les enfants de 3 à 6 ans, le Ninja Kid pour les enfants de 6 à 12 ans et le Ninja Hero à partir de 12 ans. Sans oublier, et c'est une première en principauté, une tyrolienne. Le départ s'effectue depuis le plus haut plongeoir de la piscine avec une arrivée 180 mètres plus loin. Ce village des sports vient d'ouvrir ce vendredi après-midi. L'idée, c'était d'innover et de proposer des choses différentes cette année. Après les expériences patinoires, roller station et bien entendu le traditionnel village de Noël, là on s'est dit non, on ne va pas rester dans la tradition. Et comme avec le service des sports et des associations, on nous a demandé de réfléchir à ce projet, imaginez-vous bien que ça allait être un projet sportif. Et on s'est approprié cet espace pour proposer diverses activités et surtout quelque chose de très très nouveau à Monaco qui ne s'est jamais fait avec la tyrolienne. Alors la cible, je dirais, c'est vraiment les familles, puisque les activités proposées peuvent s'adresser à tout le monde. Même la plus impressionnante, entre guillemets, la tyrolienne, à partir de 6 ans, on peut très bien le faire en toute sécurité. Donc c'est un peu de changer un petit peu, d'innover et de proposer aux familles et aux gens qui seront en vacances à Monaco à la période de Noël, quelque chose qui va les surprendre.
En termes de coût, il faut compter 10 € les 30 minutes pour l'acrobranche, même chose pour l'escalade ou le parcours d'obstacles, et 8 € pour une descente en tyrolienne. Il est possible d'acheter plusieurs passages pour ces activités à des tarifs dégressifs. Le village des sports restera ouvert jusqu'au 7 janvier. Le tournoi de repêchage de rugby à 7 pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 aura donc lieu à Monaco du 21 au 23 juin. Le prestigieux rendez-vous revient au Stade Louis II, lui qui avait déjà accueilli les épreuves finales de qualification avant les Jeux de Rio 2016 et de Tokyo 2020. Alors pour nous en parler ce soir, nous recevons Sébastien Gattuso, le président de la Fédération monégasque de rugby. Bonsoir. Bonsoir Julia. Merci d'être présent sur Monaco Info pour nous parler de cette grande annonce. Monaco va accueillir le tournoi de repêchage olympique de rugby à 7 dans le cadre des JO 2024. C'est une grande nouvelle pour le sport en principauté et plus généralement pour les fans de rugby. Écoutez, tout à fait, c'est la 3e fois consécutive que nous accueillons ce tournoi de qualification des Jeux Olympiques. Pour nous, c'est un grand honneur que nous fait la Fédération internationale World Rugby de présenter et de venir à Monaco pour ce tournoi. Donc pour vous préciser un petit peu le format du tournoi, il y aura 12 équipes masculines et 12 équipes féminines. Pour les favoris, vous avez donc le Canada, l'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne pour les garçons. Et pour les femmes, on n'a pas vraiment de favoris cette année. Voilà. Vous nous en avez parlé il y a quelques instants, mais la tenue de cet événement est la preuve finalement des excellentes relations que la Fédération monégasque de rugby entretient avec World Rugby. Tout à fait, on a vraiment de très très bonnes relations, nous sommes toujours en contact, nous allons toujours aux événements, aux réunions, on a une très très belle relation avec eux, ainsi qu'avec la Fédération française de rugby qui est venue avant la Coupe du Monde préparer la Coupe du Monde. Donc c'était pour nous beaucoup de travail pour nos bénévoles et pour nos gens qui travaillent pour la Fédération, mais à la fin ça a été une très belle réussite pour la Fédération. Et justement, en parlant du travail de tous les membres de la Fédération, j'imagine que cela sera une logistique vraiment très importante pour accueillir toutes ces équipes avec de nombreux bénévoles. Tout à fait, on parle de beaucoup de bénévoles et je lance un appel, s'il y a encore des bénévoles qui veulent venir participer à cet bel événement qui aura lieu le 21 et le 22 juin, vous êtes le bienvenu, contactez la Fédération de rugby et on vous donnera toutes les informations nécessaires pour pouvoir venir nous aider pour cet bel événement. En tout cas, une chose est sûre, on a déjà hâte d'y être car cela promet du beau spectacle déjà de par la spécificité du rugby à 7 et après une année marquée par la Coupe du Monde, il risque d'y avoir beaucoup de monde justement en principauté pour cet événement. C'est ça, on attend beaucoup de monde, il y a un très gros engouement maintenant pour le rugby. Monaco, on peut dire qu'est devenu une terre de rugby avec nos différents clubs, notre fédération, donc vraiment ça va être, je pense, un très très bel événement. Plus généralement, Sébastien Gattuso, vous l'avez dit, Monaco est une terre de rugby et on peut affirmer aujourd'hui que le rugby en principauté se porte bien. La dernière performance des INPIs à Dubaï en est finalement le parfait exemple. Oui, effectivement, nous venons de gagner le tournoi de rugby de Dubaï qui était vraiment pour nous notre gold, on va dire vraiment. On voulait vraiment le gagner, on a y travaillé pendant quelques années dessus et on vient de le gagner, mais aussi on a gagné le Melrose. C'était le plus vieux tournoi au niveau de rugby à 7, donc c'était quelque chose on voulait faire et on vient de gagner cette année 2 tournois. Donc pour les INPIs qui est rattaché à la fédération, c'est vraiment très très important pour nous. Une année 2023 riche en événements pour la Fédération et une année 2024 qui s'annonce au moins tout aussi riche pour vous. Oui, très riche, tout à fait, parce que la Fédération, il ne faut pas oublier que nous avons, nous, de notre côté, les Jeux des petits États qui se situeront en Andorre exactement. Donc pour nous, c'est quand même quelque chose de très important, c'est quelque chose qui est à notre niveau. La dernière participation de la Fédération, nous avons fait 4e. Et là, on espère vraiment pouvoir peut-être avoir une médaille cette fois-ci. Et dernière question pour vous, Sébastien Gattuso. La princesse Charlène et le prince Albert II, on le sait, sont 2 fervents supporters du ballon ovale. C'est un immense soutien que vous avez de leur part tout au long de l'année. Tout à fait. Ce sont des gens qui nous soutiennent au quotidien, durant toute l'année. Et c'est grâce à eux aussi que la fédération est là aujourd'hui à ce niveau de représentation. Merci beaucoup à vous, Sébastien Gattuso, d'avoir répondu à toutes nos questions sur Monaco Info. Merci beaucoup à vous, Julia, et bonne soirée.
Autre information à vous communiquer, Michel Bouquier quitte Monaco Private Label. Il aura passé 21 ans au service de la principauté, dont les 14 dernières années furent dédiées justement au développement de Monaco Private Label. Créé en 2009 par le gouvernement princier, le MPL est un club international de décideurs et d'hommes d'affaires qui réunit à ce jour près de 2000 membres dans 68 pays. Et c'est Chloé Leclerc qui est désormais chargée de faire prospérer cette communauté et de contribuer ainsi au développement économique de la principauté. Bonne chance à elle, évidemment, et à toute son équipe. Les 20 ans de l'association Les Amis du Liban ont été célébrés hier soir à l'hôtel Hermitage. Plusieurs Libanais ont été conviés pour animer cette soirée dans laquelle 120 invités étaient attendus, parmi lesquels le pianiste Georges Tombe et l'animatrice Gina Amiouni. Une tombola et une vente aux enchères ont ponctué ce dîner caritatif. En 2021, l'association avait récolté pas moins de 156 000 €. Pour rappel, l'association vient en aide aux enfants du Liban et aux victimes d'abus, de négligence et de pauvreté. La mairie de Monaco organise en cette fin d'année des ateliers manuels pour les jeunes monégasques. Alors qu'ils se transformeront en chefs pâtissiers ce week-end, ils ont pu d'ores et déjà ce mercredi participer à un atelier de fabrication de couronnes de Noël. Mais attention, ce ne sont pas des couronnes comme les autres, elles sont, vous allez le voir, éco-responsables. Reportage Yannick Debever et Thomas Deus. C'est à la salle à Fabrica du parc Princesse Antoinette que s'est installée le temps d'une après-midi l'usine de création de couronnes de Noël. En 1 heure, les enfants de 6 à 10 ans ont confectionné ces objets de décoration grâce à des matériaux recyclables. Chaque mois, on a l'occasion ici dans la salle à Fabrica du parc Princesse Antoinette de proposer un atelier sur le thème de l'écologie avec des matériaux de récupération, bien souvent que les enfants prospectent dans les familles ou à l'école. Et également avec les végétaux du parc, on a l'aide des jardiniers qui récoltent des végétaux, des feuillages pour chaque atelier qui nous permettent de confectionner de jolies choses. En plus de la découverte des ressources du parc, cet atelier du programme écoludique de la mairie de Monaco vise à sensibiliser les enfants au gaspillage et au système de récupération. On leur apprend qu'avec de la récupération simple d'éléments de la maison, des choses qui les entourent, qu'on peut fabriquer des cadeaux et des choses utiles, par exemple un pot à crayon lors de la rentrée de septembre dernier. Donc déjà, c'est la sensibilisation des enfants, le côté ludique évidemment, puisqu'on est mercredi après-midi et qu'ils ont toujours plaisir de venir dans le parc, profiter de ces ateliers, de passer un moment sympathique. Le prochain atelier écoludique sera organisé à l'occasion de la Sainte Dévote avec la création de lanternes éco-responsables. Mais avant cela, le Père Noël sera sans doute heureux de voir à son arrivée en principauté toutes ces belles couronnes monégasques. Merry Christmas! En ce mois de décembre, les ballets de Monte-Carlo invitent le public à découvrir des danses contemporaines inventives. Hier soir, les compagnies 6e Sens et Décabel ont proposé un spectacle de danse inclusive. Une représentation émouvante réunissant des danseurs avec et sans handicap. José Sacré et Olivier Bonello vous font découvrir ce beau moment. Jeudi 14 décembre, un spectacle de danse inclusive a été présenté en ouverture du Monaco Dance Forum. En première partie, une création pour le festival avec la participation de l'association monégasque d'handicapés moteurs, Monaco Disease Power, l'AMAPI et Happy Hand. Sur scène, 7 danseurs amateurs en situation de handicap et 3 danseurs professionnels. En deuxième partie, C'est beau, par les compagnies 6e Sens et Décabel, chorégraphie de Cécile Martinez et Sophie Bublian. Une belle aventure qu'on mène ensemble, Sophie et moi, afin d'ouvrir la culture, d'ouvrir l'art à nos danseurs porteurs de handicap, mais d'ouvrir cette passerelle vers l'art. C'est beau, pourquoi ? Parce que bien souvent on nous dit à la sortie de nos spectacles que c'est beau. La beauté selon Baudelaire, c'est la fragilité, le chaos, la douleur, le bizarre. Et nous on va mettre de l'envol dans tout ça.
Un grand merci de nous avoir invités sur cet événement. Ça nous donne une vraie visibilité pour les compagnies inclusives. Et voilà, on a de la vraie inclusion. Les rencontres philosophiques de Monaco ont proposé ce jeudi 14 décembre une conférence intitulée « Avoir une voix ». Au théâtre Princesse Grâce, des psychologues ont abordé l'importance de la voix dans le développement des enfants et ce finalement tout au long de leur vie. Ils ont souligné que la voix est l'un des vecteurs de nos émotions et qu'il faut apprendre dès le plus jeune âge que chaque mot prononcé a une valeur. Prochain rendez-vous pour les amoureux de philosophie le mercredi 10 janvier 2024 avec des ateliers au CHPG, cette fois-ci, sur le thème de la grossesse et la maternité à l'ère des biotechnologies. Une nouvelle exposition à vous dévoiler pour poursuivre ce journal. Rivage graphique est proposé par l'AIAB jusqu'au 29 décembre. Sous la direction de Laurent Papillon, ce projet rend hommage au prince Régnier III dans le cadre des célébrations du centenaire de sa naissance. Le public pourra ainsi découvrir de nombreuses cartes marines illustrées par différents artistes en fonction de leur sensibilité. Une exposition à ne pas manquer donc au 10 quai Antoine Ier. On vous emmène à présent au concert du groupe Electrophase. C'était hier soir au Grimaldi Forum. Jazz électro, hip-hop, rap et R&B se sont mélangés tout au long de cette belle soirée. On écoute d'ailleurs un extrait d'Electrophase sur la scène des Thursday Live Sessions. Keep on putting my way. It's alright, it's alright. I wanna keep. It's alright, it's alright. That's right. Prochain concert organisé dans le cadre des Thursday Live Sessions le 11 janvier avec le rocker Nicolas Véron-Castel au piano pour l'occasion. Ceux qui font Monaco, c'est votre chronique proposée par Christine Datomel. Et ceux qui font Monaco, ce sont aussi ceux qui vous permettent de vous faire beau à quelques jours des fêtes de fin d'année. Oui, aujourd'hui, c'est dans l'antre de la beauté que l'on se retrouve. Je vous emmène chez Cristal Esthétique, un institut qui a ouvert ses portes il y a déjà 30 ans de cela sur Fontvieille. Ici, on aime prendre soin de vous et vous chouchouter. Ça date de 1993. Où ma fille a commencé à se mettre dans le bain immédiatement après ses petites études d'esthétique. Et je lui ai aidé un petit peu à lancer un petit peu la chose. Et elle compte quelquefois sur moi aussi un petit peu pour faire certaines choses, mais tout marche bien, tout va très bien. On a commencé dans un petit trou de, je crois, 30 mètres carrés, quelque chose comme ça, où nous étions déjà où elles étaient 2 ou 3 à travailler. Et ensuite, il y a une quinzaine d'années, elle s'est agrandie dans ce local et même un autre en face. Et elle se retrouve à la tête de 140 mètres carrés avec pas mal d'esthéticiennes et beaucoup de travail. L'accueil est aussi familial. On essaie toujours d'être très proche de nos clientes. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous proposez justement à Cristal Esthétique ? De l'épilation, du modelage, des soins des mains, des pieds, du maquillage aussi, et beaucoup d'onglerie. On a une équipe qui est assez très homogène, très soudée, et tout le monde travaille très bien. Franchement, là, on est au top du top dans le personnel. Elles sont 5 et la patronne, Karine, qui travaille aussi, donc ça fait 6. Et on va peut-être avoir encore quelqu'un d'autre parce qu'on a un besoin urgent de prothésistes et autres choses. Voilà. Qu'est-ce qui se demande le plus ? Les ongles, les soins visage.
Et puis l'été, à partir d'avril jusqu'à septembre, alors les mains, les pieds, voilà. Et la couleur, alors s'il y a une couleur qui marche le mieux, c'est laquelle? Ça dépend de la saison, hein, parce qu'il apparaît toujours des nouveautés dans les couleurs, et alors tout de suite, allez, on va essayer. À chacun sa couleur, à chacun sa saison. Surtout, n'oubliez pas de bien réserver quand vous venez chez Cristal Esthétique. L'Institut vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 19h30 et le samedi de 9h à 14h. Après une journée idéale et ensoleillée en Principauté, quelles sont vos prévisions météo pour ce samedi 16 décembre? Bonsoir Vanessa Dessy. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Le ciel restera dégagé durant toute la journée, mais les températures seront de saison. Elles oscilleront de 8 à 13 degrés. Le soleil se lèvera à 7h56 et se couchera à 16h55 et nous fêterons les Alice. Allez, comme le veut la tradition, nous refermons ce journal en images et comme nous aimons les traditions sur Monaco Info, notre photographe Manuel Vitali s'est rendu il y a quelques instants au village de Noël. L'ambiance, les lumières, les chalets, tout y est. Il est l'heure pour moi de vous dire au revoir et de vous remercier évidemment comme toujours pour votre fidélité. Rendez-vous demain 19h pour un nouveau numéro de votre journal sur Monaco Info. Très bonne soirée à vous.